Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, je vous offre la 3e règle de survie. Dans les précédents épisodes, nous avons découvert qu'une puce neuronale avait été implantée dans les humains pour contrer les pires travers de notre espèce. Mensonges et mauvaises pensées avaient été éradiqués. Si vous les avez ratés, vous pouvez les retrouver dans les liens en description. Aujourd'hui, nous allons savoir si ces règles ont été réellement bénéfiques ou pas. Comprendrons-nous enfin quelle est cette ombre qui suivait notre héroïne dans la dernière vidéo? Et qu'est devenue Anita? Quelques questions qui méritent des réponses donc. Allez, je ne vous fais pas attendre plus. Je vous invite à vous installer avec moi auprès du feu. Prenez donc un cookie, un bon plaid et découvrons ensemble la suite de cette histoire maléfique. Nous n'étions que mardi, et pourtant c'était la 4e personne qui venait d'être mise en garde à vue. Lucille soufflait. Depuis qu'elle avait pris ce poste de commissaire dans cette ville, elle n'avait presque pas fait d'interpellation. Rares étaient encore les personnes qui arrivaient à contourner les règles et qu'il fallait emmener au tribunal. Cependant, bien que la puce fût mise à jour il y a presque de cela 3 mois, les meurtres, eux, continuaient de plus belle. 4 personnes donc, et toujours le même chef d'accusation, meurtre par amour. Des conjoints violents, des femmes jalouses, des personnes trompées, abusées ou désabusées. Des citoyens de toutes les classes sociales qui, sous un coup de sang, faisaient couler celui de leur partenaire. Lucille regardait le dossier qu'on venait de lui jeter sur son bureau. Ida, 27 ans, travaillant dans la publicité. Elle était entrée plus tôt du travail et avait trouvé son mari dans les bras d'une rouquine, dans leur lit conjugal. Elle avait vu rouge, et la puce ne détectant pas la colère comme une mauvaise pensée, la jeune femme était passée à l'acte, en frappant son époux à coups de canne de golf trouvée contre l'armoire de la chambre. Mort sur le coup. Frappé en plein dans la tempe gauche, l'homme n'a pas eu le temps de souffrir. Et alors que la rousse, encore nue dans le lit, hurlait à plein poumon, Ida déposa le club de golf et se dirigea tout droit vers les premiers policiers trouvés dans la rue. Elle expliqua posément la situation. Puis d'un geste simple, elle leva les mains pour qu'on lui passe les menottes. Elle ne décrocha pas un mot de plus sur le trajet, et encore moins ici, au fond de sa cellule. Lucille souffla encore une fois. La puce avait aidé à apaiser cette société malade,
Mais finalement, rien n'avait vraiment changé. Certaines émotions étaient toujours acceptables et parfois, ce genre d'actes, tels que la barbarie ou le meurtre, en découlaient encore. Les prisons étaient toujours aussi pleines, les tribunaux toujours en tension. Les avocats faisaient toujours autant d'heures et la police était de plus en plus présente. La seule différence était que les gens qui échappaient à la sentence de la puce se constituaient prisonniers à présent, car la cellule faisait moins peur que la mort. Lucille décida qu'il en était assez, pour ce soir tout du moins, et plia boutique. Son collègue n'avait qu'à s'occuper de la femme trompée. Elle rentrait chez elle pour une bonne nuit de sommeil bien méritée. À peine eut-elle franchi la porte du commissariat qu'elle sentit la nausée l'envahir. Depuis ce matin, c'était la 3e fois qu'elle entendait ces interférences et elle se sentait épuisée. Il était hors de question de repasser par la case clinique. Elle en avait marre qu'on lui triture la tête, qu'on enferme encore un peu plus son esprit. Il fut un temps, cependant, où elle avait tenté d'affronter les autorités et les dirigeants. Elle était vent debout sur les barricades, prête à donner sa vie pour que les labos technologiques ne s'implantent pas dans sa ville. Mais cela avait été vain. Et de l'implantation dans la cité, il s'était implanté dans les cerveaux. Elle repensait à ses 17 ans, quand avec sa sœur, elles avaient caillassé l'institut de recherche, et un sourire éclaira son visage. Oui, c'était le bon vieux temps, comme on dit. Elle arriva chez elle alors qu'il faisait déjà nuit, et elle était exténuée, bien plus qu'elle ne le pensait alors. Elle s'assit dans son fauteuil, près du radiateur, et ressortit un vieux cahier à moitié déchiré. Le journal intime de sa petite sœur. La dernière chose qu'elle ait pu récupérer dans l'incendie qui avait ôté la vie à Camille. Lucille le feuilleta, puis, lorsque les larmes se firent trop nombreuses, elle le replaça dans le tiroir tout près d'elle. Il fallait qu'elle dorme, même un peu. Mais elle se dirigea vers la grande baie du salon. Elle regardait les buildings en face d'elle. Combien étaient en train de passer à l'acte? Combien étaient en train d'exploser? Combien osaient encore braver les règles, espérant un dysfonctionnement de la puce? Elle quittait son observatoire de fortune alors qu'au bout de sa rue se profilait un cortège de nettoyeurs. Mensonges, mauvaises pensées, explosions dans les maisons, dans la rue, sur le pas de la porte. C'était devenu quotidien, presque une normalité, et elle n'y prenait même plus garde. Le lendemain, Lucille était de repos et en profita pour prendre des nouvelles de sa meilleure amie. Voilà quelques mois qu'Anita était enfermée dans une chambre de la grande clinique. Elle aussi avait entendu des interférences, mais au point de la rendre folle, parlant du nombre qui la suivait, qui l'observait. Lucille avait tenté de lui faire entendre raison. Les docteurs avaient tenté de régler les problèmes, mais rien n'y faisait. Et depuis, Anita passait ses journées dans le noir, à ne plus communiquer, qu'à travers quelques appels furtifs avec Lucille. Encore ces bips, ces interférences, ces anomalies. Lucille ferma les yeux un instant et le bruit disparut aussitôt. Elle se demandait si ce qui avait poussé son amie à la folie n'étaient pas les mêmes choses que ce qu'elle entendait à présent. C'était aussi pour cela qu'elle refusait d'aller consulter. Elle avait peur qu'on lui parle d'un virus informatique qui pourrait se transmettre par ondes avec les malades déjà enfermés. Lucille reposa le combiné du téléphone. Anita étant trop faible, le professeur de neurobiologie refusa que Lucille communique avec sa patiente. La jeune femme s'installa sur son fauteuil
et se pencha pour reprendre le journal intime. Alors qu'elle se relevait, il lui sembla qu'une ombre noire se tenait debout devant la porte d'entrée. Elle tourna vivement la tête, mais rien. Simplement sa porte, seule au bout d'un couloir dénué de toute décoration, une porte fermée à clé. Elle se leva et tourna la poignée, une fois, 2 fois, mais la porte ne trembla pas. Elle était parfaitement close, et Lucille haussa simplement les épaules. La fatigue lui jouait forcément des tours. La journée s'écoula et il fut l'heure de se mettre au lit. Alors qu'elle se brossait les dents, elle sursauta. Les interférences étaient toujours présentes, mais maintenant sa vision aussi vacillait. Derrière elle, dans le retour du miroir, il lui sembla qu'une ombre noire l'observait dans l'encadrement de la porte de la salle de bain. Elle se retourna pour faire face à l'intrus, mais il n'y avait personne. Lucille se frotta les yeux et les rouvrit. Toujours rien. Elle dormit peu ce soir-là, et ses rêves la plongèrent dans un monde d'angoisse, où elle tentait par tous les moyens d'échapper à une immense ombre. Le jour suivant, elle semblait encore épuisée de sa courte nuit. L'un de ses collègues s'inquiéta de son état, mais elle balaya la question d'un geste de la main. « T'en fais pas, je suis une coriace. » Une coriace, oui, mais son cœur s'emballait un peu plus à chaque heure passante, car depuis le petit matin, l'ombre l'observait toujours. Dans le rétro de sa voiture, dans les porte-miroirs de l'ascenseur, dans la salle de pause, derrière le miroir sans teint de la salle d'interrogatoire. Lucille jeta même un café bouillant contre le miroir des vestiaires pour faire disparaître l'ombre qui s'y reflétait. C'est à ce moment précis que sa collègue entra. « Tu vas bien ?»« Oui, un mauvais geste, désolée. Je suis maladroite aujourd'hui. Et toi ?»« Oh, tu sais, la mise à jour m'a complètement mise à plat. T'as entendu les infos ce matin ?»« Non. Y a un problème ?» Eh bien, il paraît que la dernière mise à jour a eu un problème de manière aléatoire. Certaines de nos puces deviendraient défectueuses. L'État va nous convoquer un par un pour un débogage. Et une 3e règle est déjà en train d'être créée. Une 3e règle ? Lucille tremblait presque, mais tentait de retenir ses larmes de peur. Oui, c'est à cause de ces derniers crimes. Tu sais, les meurtres commis par jalousie ou colère contre les conjoints. Il paraît que la solution drastique pour éliminer ça, c'est de tout simplement interdire l'amour. Pardon ? Si on ne peut plus tomber amoureux, on ne peut plus tuer par amour. Mais je me demande du coup, comment ça va fonctionner pour ceux qui sont déjà en couple ? Tu crois qu'on pourra toujours se marier et faire des enfants ? Et ça marche comment pour les parents et les enfants ? Cet amour-là aussi sera pris en compte ? Une larme coula le long de la joue de Lucille. Interdire l'amour. Pour Lucille, cela annonçait donc la fin de ce qu'était l'humanité. Le sentiment le plus pur qui faisait de nous des êtres à part entière. Le ressentiment le plus complexe qui pouvait entraîner les pires actes, mais aussi les plus merveilleux. Sans amour, comment survivre ? Lucille s'agrippa contre le rebord du lavabo et regarda dans le miroir. L'ombre était là, toute proche, si proche qu'elle aurait pu lui frôler la joue. Sans vraiment savoir pourquoi, elle repensa à Camille, sa sœur, hurlant de douleur à travers les hautes flammes. Des hurlements indescriptibles, déchirant un incendie allumé par son conjoint de l'époque, qui avait voulu séparer les 2 sœurs un peu trop fusionnelles par leur amour.
Elle se souvint de ses propres larmes à l'enterrement et son sourire à lui, faisant semblant de soutenir sa fiancée. Elle se souvint de s'être épanchée contre son épaule, alors que ce dernier jubilait d'avoir éliminé la concurrence. Elle se souvint également du sourire de satisfaction, quand au tribunal, il était sorti libre, faute de preuves. C'était 1 an avant l'arrivée de la puce, et il avait pu disparaître dans la nature sans être inquiété de quoi que ce soit. La tête de Lucille sembla trop lourde, et la jeune femme bascula vers l'avant, se cognant le front avec force contre le lavabo en faïence. Sa collègue eut juste le temps de ralentir sa chute. « Ça va, Lucille ?» Elle rouvrit les yeux avec difficulté, mais ce n'était plus sa collègue qui était penchée au-dessus d'elle. C'était une ombre noire, menaçante, qui semblait sonder son âme. « Lucille !» J'espère que cette 3e partie vous a plu. Nous venons d'apprendre que l'amour est donc à présent interdit. Mais qui pourrait imaginer un monde sans amour ? Et qu'entendent-ils tous ces férus de technologie lorsqu'ils parlent d'amour ? Est-ce que cela englobe aussi l'amitié ? Et l'ombre qui suit à présent Lucille, est-ce la même qui a harcelé Anita ? Quel est le lien entre tous ces personnages ? Bon, il y aura sûrement toutes les réponses dans la prochaine vidéo. Enfin, espérons-le. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir et je vous retrouve dimanche prochain, même heure et même endroit, pour la suite de cette étrange histoire. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite. Je peux vous promettre une chose, c'est que ce sera forcément maléfique.